Bonjour à tous et à toutes. Chaque année, la mairie de Gouesnou s'associe au Téléthon. Malheureusement, au vu du contexte sanitaire, les manifestations ne peuvent être proposées. Et parmi ces manifestations figure la célèbre Dictée de l'Espoir qui fête sa 11e année. Je remercie Henri Le Guen et son association Les Fêlés de l'Orthographe d'avoir réinventé et revisité le déroulement de la dictée afin de la rendre possible. Et elle se fera cette année à distance. Ouverte à tous, bien sûr, du plus petit au plus grand. Si vous n'êtes pas là ce jour-là, la dictée sera disponible sur le site de la mairie pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, nous vous invitons donc à faire un don pour l'association AFM. Une urne est disponible en mairie. Également, aussi, possible de donner directement en ligne sur le site internet du Téléthon, tout en sachant que 66% du montant des dons est déductible de l'impôt sur le revenu. Pour ma part, ce qui est important de préciser, c'est si 60% des dons vont pour la recherche, il est important aussi de savoir que 30% vont directement pour l'accompagnement des malades et de leurs proches. Cela vient faciliter, bien sûr, les gestes de la vie quotidienne et leur faire gagner surtout en autonomie. Ce sont des gestes quotidiens qui nous paraissent à nous tout simples, mais pour eux qui des fois sont insurmontables. Avec la Covid, nos vies ont été chamboulées, suspendues. Mais le combat contre les maladies ne s'arrête jamais. Alors, on compte sur vous, sur votre fidélité, votre solidarité. Chaque petit geste compte et je vous en remercie. Et passez un bon moment avec cette dictée avec Monsieur Henri Le Guen, sans tricher bien sûr. Bonjour à tous. Heureux de vous savoir là, le stylo à la main, prêt pour cette dictée qui va vous être proposée cette année de manière tout à fait nouvelle, vu le contexte que vous connaissez. Tout d'abord, un grand merci à la mairie de Gouesnou, à Stéphane Roudotte, notre maire, au service communication de la commune, et tout particulièrement à Benoît Marc, qui assure la diffusion de cette dictée et de sa correction. Je salue tous les Gouesnousiens qui ont bien voulu se livrer à l'exercice, mais aussi à tous les amis du Finistère et d'ailleurs qui sont avec nous. Un salut amical enfin aux Fêlés de l'Orthographe qui ont assuré les années passées le succès de cette manifestation. Une dictée, c'est d'abord un jeu. Le texte se veut bien sûr informatif. On apprend toujours quelque chose, mais il est ludique, avec 2 ou 3 passages plus énigmatiques, où il vous faudra faire preuve de discernement, de sagacité. J'ai écrit une phrase qui n'a pas de sens. Je l'ai donc mal écrite. Je réfléchis et Eureka, j'ai compris. Ne vous focalisez pas sur vos erreurs. Elles sont nécessaires à toute progression dans la maîtrise de notre belle langue, qui est, reconnaissons-le, un peu compliquée, mais tellement riche. Et nous en avons besoin, plus que jamais. Je vais vous lire le texte une première fois, en lecture courante. Vous vous l'appropriez, puis je le dicterai, comme à l'école, avec sa ponctuation. Enfin, j'en ferai une 3e et dernière lecture rapide, et vous vous relirez vous-même. Suivra la correction. Le texte apparaîtra sur votre écran, illustré et accompagné de quelques commentaires. C'est ainsi que nous procédons dans nos séances de club à Mont-Blanc. Vous pourrez aussi, bien sûr, retrouver ces enregistrements sur le site de la mairie de Gouesnou pendant quelques jours. Le thème de cette dictée est Pierre. C'est un article dans le Gouesnou Mag qui m'a inspiré cette page.
Il y est question d'une pierre à cupule située sur notre territoire, à Kergaradec exactement. J'ignorais l'existence de cette pierre. Devant elle, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un visage. Gwenou n'est pas une terre de mégalithes, mais il y a néanmoins quelques monolithes remarquables. Dans cette dictée, j'oubliais de le dire, il y a 2 paragraphes qui sont en principe prévus pour des professionnels. Je les signalerai, libre à vous de les faire ou de ne pas les rédiger. C'est sans risque. Voici donc la première lecture de cette dictée. Des pierres bien mystérieuses. La Bretagne est, on le sait, une terre de mégalithes levés ou couchés, appelés menhirs ou dolmens, lesquels nous relient à notre lointain passé préhistorique. Notre cité possède aussi quelques pierres anciennes aux origines obscures, voire légendaires, qui, bien que modestes par leur taille, nous sont précieuses. Une pierre à cupule, témoin d'une présence humaine au néolithique, gît, quasi oublié de tous, au milieu des herbes folles, où seuls des maîtres-queux se sont plu à venir cueillir les pierres velues. Qui voyez-vous? Un regard, certes pétrifié, mais toujours ardent et étonné qu'il pût encore croiser le nôtre. Plus connu, cette chaise dite de Saint-Gwenou, plantée dans le talus, ombragée de genêts et d'ajoncs, et qui aurait été l'étrange cathèdre, bien exigu au demeurant, de notre illustre évêque. Mais la plus visible, au centre d'un rond-point de notre beau bourg, est cette roche monolithique de 5 mètres de circonférence, naturellement arrondie et polie, à peine épeauffrée par les coups des brutales tractopelles qui l'auraient récemment déplacée. Chose étrange, son centre est percé d'un trou qui a suscité de nombreuses interrogations. Était-ce vraiment la borne élevée par Saint-Gwenou, soi-disant misogyne, à l'entrée de son monastère pour en interdire l'accès aux femmes, à moins qu'elle ne fût un objet de pénitence, l'ermite immobilisant le bras durant de longues heures dans cette énigmatique cavité. D'aucuns y ont retrouvé tout simplement un reste d'un de ces monuments druidiques censés, chez les Celtes, posséder des pouvoirs occultes. Quid des rhumatismes, arthroses ou autres douleurs articulaires que la miraculeuse pierre faisait, dit-on, disparaître promptement. Sa grande solitude permet de douter de sa réelle efficacité médicinale. Mieux vaut sans doute encore s'en remettre aux vertus des simples oubliés ou des loques de nos grands-mères qui n'avaient pas leur pareil pour élaborer décoctions et baumes de toutes sortes susceptibles de guérir nos maux. Que n'ont-elles aussi imaginé
un remède efficient aux souffrances que de nos jours subissent ces tout autres maux que sont ceux de nos courriels multipliés à l'envi ou aux galimatias rédigés à la va-vite sur leurs tablettes magiques par nos chères têtes blondes. Quant à vous, amis de la langue de Molière, vous avez, sans aucun doute, déjoué les las insoupçonnés nés de l'imagination de votre malicieux serviteur. Point final. Eh bien, nous allons passer à la dictée proprement dite. C'est parti. Des pierres bien mystérieuses. C'est le titre. Des pierres bien mystérieuses. À la ligne. Le premier paragraphe peut convenir à des élèves de CM1, CM2, s'il y en a parmi les participants. La Bretagne est. La Bretagne est, virgule. On le sait, virgule. La Bretagne est, virgule. On le sait, virgule. Une terre de mégalithes, une terre de mégalithes, levés ou couchés, une terre de mégalithes levés ou couchés, virgule, appelé menhir, appelé menhir ou dolmen, virgule, appelé menhir ou dolmen, virgule, lesquels nous relient, à notre lointain passé, préhistorique. La Bretagne est, on le sait, une terre de mégalithes, levés ou couchés, appelés menhirs ou dolmens, lesquels nous relient à notre lointain passé préhistorique. Point. Notre cité possède aussi quelques pierres anciennes aux origines obscures, virgule, voire légendaires, virgule, voire légendaire, virgule. Qui, virgule, bien que modestes par leur taille, virgule, nous sont précieuses.
point. Donc, s'il y a des CM1, CM2, même 6e, ils peuvent s'arrêter là. Le paragraphe suivant est prévu pour des professionnels. Donc, les adultes amateurs, les lycéens font, s'ils le souhaitent, une pause. Une pierre à cupule. Une pierre à cupule, virgule. Témoin d'une présence humaine témoin d'une présence humaine au néolithique virgule, J, virgule, quasi oublié de tous, quasi oublié de tous, virgule, au milieu des herbes folles, au milieu des herbes folles, ou virgule, seul, virgule, des maîtres que, ou seuls des maîtres que, se sont plu à venir cueillir, se sont plu à venir cueillir les pierres velues. À venir cueillir les pierres velues. Point. Qui voyez-vous? Point d'interrogation. Qui voyez-vous? Un regard. Un regard, virgule. Certes pétrifié, virgule. Certes pétrifié, virgule. Mais toujours ardent, mais toujours ardent et étonné qu'il pût encore croiser le nôtre. Qu'il pût encore croiser le nôtre. Point d'interrogation, fin de ce paragraphe, reprise pour lycéens, amateurs, et on continue pour les professionnels. Donc à la ligne. Plus connu, virgule, cette chaise. Plus connu, virgule. Cette chaise, chaise entre guillemets. Cette chaise dite de Saint-Gouesnou. Cette chaise dite de Saint-Gouesnou, plantée dans le talus, virgule, ombragée de genêts et d'ajoncs, ombragée de genêts et d'ajoncs, virgule, et qui aurait été l'étrange cathèdre, virgule, bien exiguë au demeurant, virgule, de notre illustre évêque. De notre illustre évêque. Point d'exclamation. Fin de paragraphe. Fin du texte pour les collégiens.
5e, 4e, 3e. À la ligne. Mais, virgule. La plus visible, virgule. Au centre d'un rond-point, au centre d'un rond-point de notre Beaubourg, virgule, est cette roche monolithique, de 5 mètres de circonférence. Virgule. Naturellement arrondi et poli. Naturellement arrondi et poli. Virgule. À peine épeauffré par les coups des brutales tractopelles, virgule, qui l'auraient récemment déplacé. Point. Chose étrange, virgule. Chose étrange, virgule. Son centre est percé d'un trou. Qui a suscité de nombreuses interrogations. Point. Était-ce vraiment la borne élevée par Saint-Gouesnou, virgule, soi-disant misogyne, virgule, à l'entrée de son monastère, virgule, pour en interdire l'accès aux femmes. Point d'interrogation. À moins qu'elle ne fût un objet de pénitence. Virgule, à moins qu'elle ne fût un objet de pénitence, virgule, l'ermite immobilisant le bras, durant de longues heures, dans cette énigmatique cavité. L'ermite immobilisant le bras durant de longues heures dans cette énigmatique cavité. Point.
D'aucuns y ont retrouvé. D'aucuns y ont retrouvé, virgule. Tout simplement, virgule. Tout simplement, virgule. Un reste d'un de ces monuments druidiques censés, virgule, censés, virgule, chez les Celtes, virgule, chez les Celtes, virgule, posséder des pouvoirs occultes. Posséder des pouvoirs occultes. Point. Fin de paragraphe et fin du texte pour les lycéens. À la ligne, donc continue les adultes, amateurs, professionnels. Quid des rhumatismes? Quid des rhumatismes, virgule. Arthrose. Arthrose. Ou autres douleurs articulaires. Que la miraculeuse pierre faisait, virgule, dit-on, virgule, disparaître promptement. Point d'interrogation. Sa grande solitude permet de douter de sa réelle efficacité médicinale. Point. Mieux vaut sans doute, encore s'en remettre aux vertus des simples oubliés. S'en remettre aux vertus des simples oubliés ou des loques de nos grands-mères. Virgule, qui n'avaient pas leur pareil pour élaborer décoctions et baumes de toutes sortes, susceptibles de guérir nos maux.
susceptibles de guérir nos maux. Point. Fin de paragraphe. Fin du texte pour les amateurs. Le dernier paragraphe est prévu pour des professionnels. Que n'ont-elles aussi imaginé un remède? Que n'ont-elles aussi imaginé un remède? Que n'ont-elles aussi imaginé un remède efficient aux souffrances que, virgule, de nos jours, virgule, subissent ces tout autres maux, que sont ceux de nos courriels, multipliés à l'envi, ou virgule, au galimatia rédigé à la va-vite, ou au galimatia rédigé à la va-vite, sur leur tablette magique, par nos chères têtes blondes. Point d'interrogation. Quant à vous, virgule. Quant à vous, virgule. Amis de la langue de Molière. Amis de la langue de Molière, virgule. Vous avez, virgule. Vous avez, virgule. Sans aucun doute, virgule. Déjouer séant, vous avez, sans aucun doute, déjouer séant les las insoupçonnés nés de l'imagination de votre malicieux serviteur. Point final. Je vous remercie beaucoup de votre attention, vous avez été très sages. Je vais procéder à la dernière lecture de ce texte, en lecture courante. Des pierres bien mystérieuses. La Bretagne est, on le sait, une terre de mégalithes, levés ou couchés, appelés menhirs ou dolmens, lesquels nous relient à notre lointain passé préhistorique. Notre cité possède aussi quelques pierres anciennes aux origines obscures, voire légendaires, qui, bien que modestes par leur taille,
nous sont précieuses. Une pierre à cupule, témoin d'une présence humaine au néolithique, gît, quasi oublié de tous, au milieu des herbes folles, où, seuls, des maîtres-queux se sont plu à venir cueillir les pierres velues. Qui voyez-vous? Un regard, certes pétrifié, mais toujours ardent et étonné qu'il pût encore croiser le nôtre. Plus connu, cette chaise, dite de Saint-Gouesnou, plantée dans le talus, ombragée de genêts et d'ajoncs, et qui aurait été l'étrange cathèdre, bien exigu au demeurant, de notre illustre évêque. Mais la plus visible, au centre d'un rond-point de notre Beaubourg, est cette roche monolithique de 5 mètres de circonférence, naturellement arrondie et polie, à peine épeauffrée par les coups des brutales tractopelles qui l'auraient récemment déplacée. Chose étrange, son centre est percé d'un trou qui a suscité de nombreuses interrogations. Était-ce vraiment la borne élevée par Saint-Gouesnou, soi-disant misogyne, à l'entrée de son monastère pour en interdire l'accès aux femmes? À moins qu'elle ne fût un objet de pénitence, l'ermite immobilisant le bras durant de longues heures dans cette énigmatique cavité. D'aucuns y ont retrouvé, tout simplement, un reste d'un de ces monuments druidiques censés, chez les Celtes, posséder des pouvoirs occultes. Quid des rhumatismes, arthroses ou autres douleurs articulaires que la miraculeuse pierre faisait, dit-on, disparaître promptement. Sa grande solitude permet de douter de sa réelle efficacité médicinale. Mieux vaut, sans doute encore, s'en remettre aux vertus des simples oubliés ou des loques de nos grands-mères qui n'avaient pas leur pareil pour élaborer décoctions et baumes de toutes sortes susceptibles de guérir nos maux. Que n'ont-elles aussi imaginé un remède efficient aux souffrances que, de nos jours, subissent ces tout autres maux que sont ceux de nos courriels, multipliés à l'envi, ou aux galimatia rédigés à la va-vite sur leur tablette magique par nos chères têtes blondes. Quant à vous, amis de la langue de Molière, vous avez, sans aucun doute, déjoué séant les las insoupçonnés nés de l'imagination de votre malicieux serviteur. Point final. Ce texte que j'ai donc rédigé a été relu et validé par notre ami Philippe de Soulier du club d'orthographe de Belfort. Merci à Philippe. Il vous reste à vous relire tranquillement durant plusieurs minutes. Et puis, d'ici donc quelques minutes, eh bien, vous allez trouver sur cette même chaîne le corrigé sous la forme d'un diaporama illustré. Bonne relecture et à tout de suite.
Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette dictée, à savoir la correction. Vous vous êtes relu et vous n'avez pas rajouté de nouvelles fautes. Je rappelle que cette dictée est donnée dans le cadre du Téléthon. Ayons à cette occasion une pensée pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se trouvent sur le front de la lutte contre le Covid. Pensons bien sûr aux soignants, pensons aux chercheurs, en espérant qu'ils nous trouvent le plus vite possible des solutions. Lorsque nous travaillons en club ou lorsque nous organisons des concours d'orthographe, nous avons ce que nous appelons des dictionnaires de référence, des ouvrages de référence. Il s'agit bien sûr des deux dictionnaires que sont le Larousse et le Petit Robert dans leurs éditions la plus récente. Nous ajoutons à ces deux ouvrages un dictionnaire des difficultés de la langue française, de chez Larousse également. Aujourd'hui, pas de problème, puisque vous allez procéder à une autocorrection. Le titre de cette dictée ne posait pas de difficulté. Des pierres mystérieuses. Dans cette première phrase, 3 mots retiennent mon attention. Tout d'abord, le mot mégalithe, avec ses racines grecques, méga, grand, lithos, la pierre, des grandes pierres. Le mot menhir, qui lui a des racines bretonnes, mein, la pierre, ir, long, longue, pierre longue ou pierre haute, comme ce menhir qui illustre la diapositive et que j'ai photographié à Cloarzel. Il serait le menhir le plus élevé d'Europe. Le dolmen de Daul, Taul, la table, Main, la pierre. Donc on est dans le domaine des pierres couchées, des pierres allongées, des tables de pierre. Notre cité possède aussi quelques pierres anciennes, aux origines obscures, voire légendaires. Il ne s'agit pas évidemment du verbe voir, mais de l'adverbe, qui a le sens de « et même ». Il est employé pour renforcer une idée. Des mois, voire des années, et même des années. On le connaît bien à l'oral, mais peut-être un peu moins à l'écrit. Et voici donc cette pierre à cupule, qui se trouve donc à la limite de notre commune, à Kergaradec exactement. Vous ne manquerez certainement pas d'aller l'admirer. Elle est étrange et vous y verrez peut-être, comme moi, un visage. Observez-la bien. Très étrange. Les cupules sont donc ces petites cavités sculptées dans la pierre. Il y en a donc plusieurs.
témoin d'une présence humaine au néolithique. Le néolithique est l'une des périodes de l'âge de la pierre. Après le paléolithique, âge de la pierre ancienne, palaios, le néolithique est l'âge de la pierre nouvelle, c'est-à-dire de la pierre polie. Puis vous avez ce verbe, le verbe gésir, vieux verbe que l'on connaît sous des formes telles que le gisant, il gisait, il est défectif, il ne se conjugue qu'à certains temps. L'accent circonflexe est facultatif depuis les rectifications orthographiques de 1990. Quasi oublié de tous, il s'agit bien sûr de la pierre, au milieu des herbes folles ou seuls des maîtres que. Alors, le mot que, avec la lettre X en finale, vient du latin cocus, qui signifie cuisinier. Un maître que est donc un cuisinier, un chef en quelque sorte. Ces maîtres que qui viennent d'ici, ce sont plus à venir cueillir les pierres velues. Alors, voici l'un des premiers cas où la dictée se veut ludique, si l'on peut dire, où l'on joue à la devinette, où l'on essaie de débusquer le piège, le jeu de mots. Il ne peut s'agir en effet de la pierre minérale, même s'il s'agit du thème du texte, puisque le maître que le cuisinier se plaît à cueillir, on ne cueille pas la pierre. Et comment voulez-vous que cette pierre soit velue? Il s'agit, donc on n'est plus dans le domaine du minéral, mais dans le domaine du végétal. Il s'agit d'une plante que nous allons découvrir avec la diapo suivante. Voilà, les pierres. À ne pas confondre, bien sûr, avec un mot qui lui est très proche, l'épère, qui s'écrit E-I-R-E. C'est une araignée, l'araignée commune. Alors, l'épierre, donc, est une plante utilisée, qui peut l'être en tout cas, utilisée en cuisine, avec son petit goût de cèpe, et qui était utilisée comme plante médicinale dans l'Antiquité égyptienne, ou chez les Gaulois, et même au Moyen-Âge. Alors, c'est un nom masculin. Selon le pli, Petit Larousse illustré ou le Petit Robert. Mais on peut le trouver au féminin dans d'autres dictionnaires qui, eux, ne sont pas des dictionnaires de référence. Qui voyez-vous? Que voyez-vous là, sur cette pierre? Non pas qui, Q-U-I. Un regard, certes pétrifié. Le mot pétrifié vient donc du latin, petra, la pierre. Lithos en grec, petra en latin. Pétrifié, changé en pierre. Ce regard toujours ardent et étonné qu'il pût encore croiser le nôtre. Voilà un imparfait du subjonctif qui nécessite l'accent circonflexe à la troisième personne du singulier pour bien le distinguer d'avec le passé simple. Cet accent est donc absolument indispensable. Ce subjonctif se rencontre après le verbe étonner, après les verbes de sentiment. Le subjonctif n'est-il pas le mode du subjectif, c'est-à-dire du sentiment, et d'une manière plus générale de l'irréalité, de l'incertitude? Il traduit des actions qui ne sont pas sûres d'avoir lieu. Plus connu, alors c'est notre deuxième pierre, plus connue, cette chaise
dite de Saint-Gouesnou. Je reviendrai avec une diapositive suivante sur la manière de traiter orthographiquement le mot saint. Il s'écrit ici avec la minuscule. Chaises plantées et eux donc dans le talus et ombragés de genêts et d'ajoncs. Alors ce genêt, qui est donc la plante bien connue en Bretagne, nécessite la présence de l'accent circonflexe. Ne pas le confondre avec le genêt sans accent qui, lui, désigne un petit cheval de race espagnole et qui aurait été l'étrange cathèdre, attention au TH, c'est la chaise de l'évêque, qui a donné le mot cathédrale. Bien exigu, le tréma se place sur le E, mais aujourd'hui, les rectifications de 90, encore elles, nous autorisent à le mettre sur le U. Alors, vous avez en illustration cette fameuse chaise de Saint-Gouesnou qui est une des haltes, des étapes de notre célèbre Troménie organisée tous les ans à l'occasion de la Saint-Gouesnou, le jeudi de l'Ascension à l'aube. Le mot saint est la majuscule. Deux emplois très différents. Le premier, le mot saint désigne la personne physique. C'est le cas dans notre dictée. Notre saint patron venu d'outre-Manche est Saint-Gouesnou. Donc, dans ces cas-là, le mot saint s'écrit avec la minuscule et Gouesnou qui est un nom propre avec la majuscule. Il n'y a pas de trait d'union. En revanche, lorsque vous utilisez le nom d'un saint pour désigner une rue, un monument, qu'importe. Donc, pour bien marquer la différence de sens, vous l'écrivez avec deux majuscules et un trait d'union. La phrase, la légende de la photo du bas allie les deux emplois. La statue de Saint-Gouesnou orne la fontaine Saint-Gouesnou. Passons à la troisième pierre, la plus visible, au centre d'un rond-point de notre beau bout. Nous sommes à Gouesnou. Est cette roche monolithique. Nous retrouvons le radical grec lithos, d'un seul bloc, monolithique d'un seul bloc, de 5 mètres de circonférence, naturellement arrondie et polie. Cette pierre se trouve au pied d'un calvaire dans une petite ruelle proche du centre-bourg. Naturellement arrondie et polie, accord au féminin bien sûr, à peine épeauffrée, un mot qui n'est pas très courant. Une pierre épeauffrée est un mot du registre technique, celui des travaux publics par exemple, et signifie éraflée. C'est une pierre écornée, d'un coup maladroit, d'un coup malheureux, épeauffrée par les coups des brutales tractopelles. Une tractopelle. Le nom est en effet féminin. Au masculin, on aurait dit brutaux. Donc, la réponse, vous l'aviez. Qui l'aurait récemment déplacé? Vous avez là un participe passé employé tout simplement avec l'auxiliaire être, aurait, et qui s'accorde donc avec son complément d'objet direct si celui-ci est placé avant. Ce qui est le cas.
Il s'agit de L', mis pour la roche, d'où l'accord au féminin. Chose étrange, son centre est percé d'un trou qui a suscité de nombreuses interrogations. Était-ce vraiment la borne élevée par Saint Gwenou, donc en personne, en chair et en os? On retrouve la même graphie. Soi-disant, attention à cet adverbe, où l'on fait très facilement des fautes. Soit S-O-I, il n'y a pas de T. C'est un mot invariable avec trait d'union. Misogyne, qui n'aime pas les femmes, avec donc là encore les deux racines grecques, mise et gyne. Gyne en gynécée, l'appartement des femmes. On trouve le préfixe mise dans misanthrope. À l'entrée de son monastère pour en interdire l'accès aux femmes. À moins, alors avec la majuscule ou non, on peut considérer que c'est la même phrase qui se poursuit. À moins qu'elle ne fût, à moins que, exprimant la restriction, est toujours suivi du subjonctif. Subjonctif imparfait, comme tout à l'heure, avec le verbe pouvoir. On retrouve donc cet accent circonflexe à la troisième du singulier. L'ermite immobilisant le bras, l'ermite est bien sûr un religieux retiré dans un lieu désert, dans la solitude. Son synonyme est anachorète. D'aucuns y ont retrouvé, d'aucuns est une expression un petit peu vieillie, mais littéraire, et qui a le sens de certains, plusieurs. D'aucuns pourront critiquer le choix de cette tournure vieillotte. D'aucuns y ont retrouvé un reste d'un de ces monuments druidiques censés. Alors attention ici à l'homonymie. À l'homonymie avec censé S-E-N-S-E, qui lui signifie qui a du sens. Ce mot censé de notre texte signifie qui est supposé, qui est réputé. Il s'accorde bien sûr avec monument. Quid des rhumatismes? Un mot latin pour signifier quoi? Qu'en est-il? Que penser d'eux? Des rhumatismes, des arthroses ou autres douleurs que la miraculeuse de Pierre faisait, dit-on, disparaître. Alors, l'accent circonflexe sur le i des verbes en être et en oître, devenu lui aussi facultatif avec les rectifications de 1990. Sa grande solitude permet de douter de sa réelle efficacité médicinale. Pourquoi ai-je parlé de grande solitude? Parce que cette pierre, il me semble, attire peu l'attention des passants et semble un petit peu oublié là, au milieu de sa petite place. Mieux vaut sans doute encore s'en remettre aux vertus des simples. Les simples sont simplement des plantes médicinales. C'est un nom masculin. Ou des loques. Et voici le deuxième jeu de mots de la dictée.
ne peut s'agir évidemment des loques, des vêtements de nos grands-mères, puisqu'on est dans le domaine des médicaments. Alors ce terme, vous ne le connaissiez peut-être pas. Un loque, mot d'origine arabe, qui signifie exactement potion qu'on lèche en arabe. Et donc une potion médicinale, adoucissante et calmante. Les loques de nos grands-mères n'avaient pas leur pareil. Je reviendrai aussi tout à l'heure sur cette expression qui peut étonner dans cette graphie au masculin. Pour élaborer décoctions et baumes de toutes sortes, singulier ou pluriel, les deux sont possibles, susceptibles de guérir nos maux. Attention ici aussi à l'homonymie. Cette homonymie que l'on retrouve justement à propos des loques. Donc, le loque, sens du texte, on ne s'y attarde plus. Le loque, avec un seul O, est un appareil servant à mesurer la vitesse d'un bateau. La vitesse apparente d'un bateau. Le loch, avec la même graphie, désigne aussi un lac de vallée glaciaire en Écosse. Tout le monde connaît bien la légende du Loch Ness. Du loch, c'est-à-dire du lac qui s'appelle Ness. Une loque, sens le plus courant, morceau d'étoffe déchiré, vêtement qui tombe en loque, au pluriel. Moins connu, la loque, maladie des abeilles. Et sans doute aussi ce sens régional, dans le nord de la France et en Belgique, une loque désigne une serpillière. Passer un coup de loque. Et puis donc l'heure pareille. Nos grands-mères n'avaient pas l'heure pareille pour élaborer décoctions et baumes. Alors, selon les ouvrages de référence, n'avoir pas son pareil s'accorde au féminin dans deux conditions. S'il s'agit de personnes, bien sûr, et si ces personnes sont toutes des femmes. Si vous considérez la phrase de notre texte, ces gens, ces personnes que désigne ici leur pareil ne sont pas forcément toutes des femmes. D'où, en principe, ou rigoureusement, le masculin pluriel. On admettra néanmoins l'accord grammatical avec grand-mère que au féminin pluriel que j'ai pu trouver dans d'autres ouvrages que les ouvrages de référence dont j'ai parlé tout à l'heure. Que n'ont-elles aussi imaginé un remède efficient aux souffrances que, de nos jours, subissent ces tout autres mots? Attention, il s'agit ici des mots MOTS, bien sûr, puisque ce sont ceux de nos courriels. Tout autre, tout est ici adverbe, dans le sens de tout à fait, il est donc invariable. Nos courriels multipliés à l'envi, c'est-à-dire multipliés à qui mieux, pas de E à la fin de envie, ou au galimatia. Le mot galimatia prend un S au singulier comme au pluriel. Alors, au avec ou sans X, singulier, pluriel, comme vous le voudrez. Rédigés à la va-vite, c'est un nom composé constitué d'un verbe et d'un adverbe, et les deux éléments, on les relie par un trait d'union. Sur leur tablette magique,
là encore singulier ou pluriel comme vous le voudrez, par nos chères têtes blondes. Quant à vous, donc vous connaissez l'expression quant à ne pas confondre avec le quand, conjonction de temps, qui elle s'écrit avec une finale en D. Si on a donc la finale en T. Quant à vous, amis de la langue de Molière, vous avez sans doute déjoué séant, adverbe de lieu, qui signifie ici. Les las insoupçonnés, là encore un vieux terme. Dans son sens premier, ce mot désignait un nœud coulant pour capturer le gibier ou certains animaux nuisibles. Et puis on a généralisé son sens, il est devenu tout simplement un synonyme de piège. Il est du masculin. C'est là né de l'imagination de votre malicieux serviteur. Et là s'achève notre dictée. Eh bien, il me reste à vous remercier d'y avoir participé, en espérant que tout ceci vous aura plu et vous aura permis de passer un petit moment agréable. Ce texte, j'ai eu, comme tous les ans, plaisir à le rédiger. Il a été relu, je me répète, par Philippe de Soulier, qui est un ami, lauréat des Dicos d'or de Bernard Pivot, voici quelques années, et auteur de dictées, fondateur du club d'orthographe de Belfort. On remercie Philippe, bien sûr. Voilà, eh bien, je vous dis à plus tard, à bientôt, en espérant que l'année prochaine, en 2021, il soit possible d'organiser la 12e édition de cette dictée de Gouinou dans son cadre habituel. Espérons-le de toutes nos forces. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.